Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine, je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun. Pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois, pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille, elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? C'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire et maintenant plus d'excuses, vous savez comment. Cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Lucas Nannini dans cet épisode. Lucas est un entrepreneur émérite. Après plus de 10 ans dans des groupes internationaux, où il a travaillé tout autour du monde, il décide en 2018 de lancer Noleo aux États-Unis, permettant de prendre soin des nouveau-nés. C'est par l'innovation cosmétique qu'il va se rendre compte que l'existant en France était inexistant aux US. Vous allez l'entendre. Lucas n'a pas le temps de s'ennuyer. Il sait aussi très bien d'où il vient et ce qu'il doit à son entourage, dont sa mère, qui lui aura toujours appris à give back. Honnêtement, cet épisode est une masterclass et une vraie rencontre avec un entrepreneur qui parle sans filtre de son quotidien, de ses réussites et de ses échecs. Aucun bullshit, que du concret. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Et avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucas. Salut Émeric. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation et d'être présent aujourd'hui avec moi. Je suis tellement content de t'avoir. On m'a tellement parlé de toi que ça va être un bon moment, je pense, pour nous et pour les auditeurs. J'espère en bien. Bah, toujours. J'ai envie de commencer par la base. Toi, d'où est-ce que tu es originaire ? Quelle enfance tu as eue ? Tu étais quel genre d'élève à l'école ? Apprendre à te connaître, toi, enfant. Euh, je suis né de père italien et de mère algérienne. Je suis né et j'ai grandi en France. J'ai grandi dans le Val-de-Marne, dans le 94, en région parisienne, qui pour moi était jusqu'à mes 15 ans le centre de la France et de l'univers. J'ai grandi avec l'univers du rap, tout ce qui est hip-hop, les mangas, le foot, etc. Et donc du coup, par rapport à ça, c'était vraiment le 94, ce qu'on fait, ce qu'on y fait et où on y vit en fait. Et quand j'étais petit, je voulais devenir maire de ma ville. Et en fait, ma logique était très simple. On était une petite ville de 12 000 habitants, ou peut-être 15 000 habitants. Je me suis dit, entre les trois collèges qui faisaient, je sais pas, 500 personnes et les parents, on arrivait peut-être à 3 000, 4 000 personnes. Je pense qu'ils voudront voter pour moi plus que pour le maire actuel et je pourrais devenir le maire assez facilement en fait. Donc des grandes idées avec ce que j'appelle les first principles, les premiers principes assez tôt. Et en fait, c'est ce qui a un peu décidé ce que j'allais faire par la suite. Donc j'ai fait bien sûr un collège là-bas, j'ai fait aussi un lycée en 94, j'ai fait ensuite une prépa, sans savoir ce que c'était d'ailleurs à l'époque. Et toute cette partie-là a été faite un peu guidée par ma mère, qui voulait en fait le mieux pour moi et pour le reste de mes petites sœurs. Toujours été très bon à l'école, toujours été premier de la classe. Et quand tu es premier de la classe, tu vois, des concours de maths, des concours de français, en local ou en national. Ça a été un peu comme ça que j'ai été bercé en fait. Ma mère très tôt m'a forcé à lire énormément de livres. Et donc j'ai aussi été bercé par ça. Et puis après, j'ai eu une vie d'enfant un peu plus normale en réalité. Et après, qu'est-ce que tu voulais faire au moment de partir en prépa, etc. Ben, Parce que là, tu voulais toujours être maire ou... Ouais, donc au début, je voulais être maire. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a de plus stylé qu'être maire? Et puis au collège, je voulais devenir astronaute. C'est pas mal non plus. Ouais. Notre conseillère d'orientation, moi j'étais en 94, alors pas le pire collège de l'Île-de-France, mais l'avant-pire collège de l'Île-de-France. Elle m'a dit, c'est gentil, mais tu peux pas faire ça, faut faire maths sup, maths spé, je savais pas ce que ça voulait dire. Faut rentrer dans telle ou telle école, etc. Faut faire Polytechnique. Bon, en gros, elle a tout fait pour nous décourager, en fait. Et donc au final, j'ai pas fait astronaute, mais je suis resté quand même sur la filière scientifique. J'ai fait une prépa physique-chimie, et ensuite j'ai fait une école de chimie. Donc ça a commencé à guider en fait mes études, ont plus ou moins guidé ce que j'étais amené à faire ou ce que je voulais faire par la suite. Donc par la suite, j'ai fait une école de chimie qui m'a emmené sur un grand groupe de pharma, On aura l'occasion d'en reparler. un grand groupe de chimie ou un grand groupe dans les cosmétiques, quoi. Mais l'entrepreneuriat, ça t'intéressait déjà à ce moment-là ou pas du tout ? Tu avais des entrepreneurs autour de toi ou... Ben, moi, j'ai 39 ans. Donc l'entrepreneuriat en soi, je l'avais ni dans ma famille, mais mes parents étant fonctionnaires, je l'avais ni autour de moi.
C'était beaucoup soit de mère au foyer ou de père ouvrier. Et donc, du coup, le champ de vision que j'avais était quand même assez limité. Donc, l'entrepreneuriat, je l'ai fait en fait euh, principalement de par mes expériences et de par mon intuition, mais sans forcément avoir un cadre, des connexions ou plus d'informations par rapport à ça. En prépa, quand tu rentres dans des prépas scientifiques ou en école, quand tu fais une école d'ingénieur chimie, c'est pas l'entrepreneuriat en fait qui arrive en premier, c'est plutôt labo de recherche, recherche fondamentale, etc. Et donc du coup, j'ai jamais été bercé par ça. Mais tout ce que je faisais à côté, mes activités perso ou autres, tout ça, il y avait une petite fibre d'entrepreneuriat. Achat, revente de produits, que ce soit pour les baskets, que ce soit pour l'électronique, je l'ai fait au final assez jeune et je l'ai fait par besoin plus qu'autre chose. Alors pas que je manquais de quoi que ce soit à la maison, mais je voulais me faire plaisir, m'acheter plus de baskets, m'acheter des jeux vidéo, m'acheter des CD. Et ça, en fait, c'est ce qui m'a permis de récolter de l'argent pour pouvoir faire ce que je voulais, quoi. L'entrepreneuriat, je l'ai découvert vraiment quand je suis parti en Angleterre sur mon premier boulot. D'accord. Parce que justement, tu es passé par des grands groupes, tu l'as dit tout à l'heure, Procter Gamble, Coty et bien d'autres. C'était quoi ton leitmotiv à ce moment-là? C'était un meilleur confort de vie? C'était qu'est-ce que tu voulais? Ce que je voulais montrer déjà dès le début que tu pouvais atteindre des sphères qui n'étaient pas prédestinées, en fait. Comme j'expliquais sur un des podcasts récemment, quand je suis rentré sur le graduate programme de Procter Gamble, de un, je savais pas ce que c'était Procter Gamble, et de deux, ils n'avaient pas recruté dans l'école depuis 5 ans. Donc moi, tout mon travail, ça a été de se dire, bah tiens, bah, si personne l'a fait, j'aimerais bien montrer que c'est possible. Quand j'ai fait mon master en dernière année d'école, je voulais aller au Japon. Pourquoi est-ce que je voulais aller au Japon? Parce que j'avais déjà fait l'Angleterre, je parlais parfaitement anglais. J'avais déjà fait la Chine qui était en hypercroissance. Et j'ai été bercé par le Japon, bah, comme nous tous en réalité. Et donc du coup, personne ne pouvait rentrer au Japon. Et donc on a dit, bah, comme c'est impossible, moi j'ai tout fait pour pouvoir y aller. Donc je me suis fait je sais pas, peut-être 5-6 CV différents. J'ai postulé sur énormément d'offres au Japon et j'ai fait des dizaines et des dizaines. Et en fait, au détour d'une présentation et d'une conférence, j'ai été repéré par l'Université de Tokyo qui m'a fait faire ma thèse de master et ma dernière année là-bas. Donc, j'étais vraiment motivé par le fait de faire les choses qui n'étaient pas en fait possibles et essayer d'aller au maximum de ce qu'on pouvait faire. D'accord. Parce que justement, toi, la particularité, c'est que tu n'as jamais travaillé en France. Donc, Ouais, jusqu'à très ouais, récemment. franchement, Ouais. c'est pour Et ça. c'est bien dur d'ailleurs. Donc déjà, j'aimerais comprendre pourquoi. C'était quoi? C'était une revanche pour toi parce que tu venais du 94. Et après, quelle est la principale Ben, différence, quelle est la principale différence que tu as identifiée, quoi? En fait, je pense que tu as mis le doigt dessus. Cette histoire du 94 et de penser que c'était le centre de la France, mon premier stage, je l'ai fait en Allemagne. Et c'est là où je me suis rendu compte que rencontrer les cultures, rencontrer les gens à l'international, ça t'apportait nettement plus que d'être en banlieue ou d'être sur Paris en réalité. Et donc j'ai été piqué très rapidement. Je suis ensuite parti en Angleterre où j'ai appris l'anglais. J'ai travaillé dans des grands groupes. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui étaient ultra smart et ultra inspirants. Et donc à partir de là, de fil en aiguille, j'ai continué en Allemagne, puis ensuite en Chine, puis ensuite au Japon, etc. Et en fait, il y avait deux éléments là-dessus. D'une part, si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Et la deuxième chose, en fait, ça me permettait d'avoir des expériences que personne d'autre n'avait à l'époque. Euh, je suis allé en Chine la première fois en 2006. Il y avait très peu de personnes qui étaient allées en Chine. Je suis allé à Singapour en 2014 parce que c'était devenu la grosse plaque tournante économique d'Asie du Sud-Est et qui avait fait beaucoup de transferts des populations de Hong Kong. Il y avait très peu de personnes qui étaient à Singapour à cette époque-là. Donc c'était le fait de faire des choses que personne n'avait fait, d'avoir des expériences qui étaient un peu différentes. Et puis ça me permettait moi aussi au travers de mes expériences de briller un petit peu en fait. Donc ça c'était ma vision un petit peu plus jeune. Et la réalité, c'est que j'avais énormément de retours de gens qui étaient en France, ou même des collègues qui étaient en France, sur les sites en France, et je me suis dit, mais jamais je viendrai travailler ici. Là-bas, j'étais jeune, je suis issu de l'immigration. En Angleterre, on s'en fout. On regarde tes résultats, on regarde ta performance. Si tu déchires et que tu cartonnes, ben, tu progresses rapidement, en fait. Et tu es récompensé aussi bien sur ton expérience que sur l'expertise que tu as construite, et non pas sur les a priori ou sur ce qu'ils appellent en anglais la ténure, le nombre d'années que tu as eu au sein de tel ou tel rôle. Et je venais régulièrement en fait en France parce que je bossais dans le luxe, dans les parfums. Et donc Paris et la France, c'est un des acteurs principaux mondiaux. Et ça me faisait pas kiffer en fait. Je voyais tous les account managers qui venaient en costume.
Je voyais les gens qui prenaient tel ou tel rôle, c'est parce qu'ils avaient fait telle ou telle année avant. Je voyais les salaires qui n'étaient pas vraiment très attirants. Et donc ça, l'ensemble de tout ça m'a fait me dire jamais je reviendrai en France, quoi. Jusqu'à ce que je le fasse il y a 3 ans et que je découvre la taxe d'habitation et les impôts. Taxe d'habitation a disparu maintenant. Mais oui, effectivement. Ah ben voilà, super, ben, je ne savais même pas, tiens. Et qu'est-ce que justement, le pays que toi tu as préféré, c'est lequel? Là, si tu dois en refaire un tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Je vais te dire très brièvement pourquoi est-ce que c'est dur. La Chine, j'y étais avant les JO. Il Mhm. y avait zéro pollution et et tout était à construire en fait. Donc ça, c'était énorme. Le Japon, j'y suis allé comme tout rêve d'enfant, mais j'y suis allé aussi pour finir mes études. Euh, L'Angleterre, c'est ce qui se rapproche un petit peu plus de la France. Et aujourd'hui, dans mon mindset, si j'avais un pays à choisir, je pense que je rechoisirais Singapour. Euh, Si j'étais marié avec des enfants, parce que c'est un cadre de vie qui est génial. L'éducation là-bas, le système d'éducation est énorme. Tu peux voyager où tu veux en Asie pour 200 balles. Donc c'est vraiment plus sur cette partie-là où je pense que j'aimerais passer 5-10 ans. Très clair. Très très clair. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de ton mindset. Parce que d'avoir voyagé partout à l'international, tu as ce qu'on appelle une vraie culture du give back. Pour toi, c'est vraiment important de rendre, Ouais. de donner. Et une anecdote entre nous, c'est quand on a échangé la première fois pour préparer cet entretien. On parle, et là d'un coup, tu me dis, Ah oui, il y a quelques ouais, et semaines, tu me ouais. dis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Il y a la Founder Night, il me reste une invitation. Euh, Bah viens, je te l'envoie, tu viens. Et donc on s'est retrouvés là-bas avec plein de gens extra. Ah oui, c'est Et vrai. C'était c'était cool très très d'ailleurs. cool, c'était un super event. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il l'incarne vraiment, quoi. Et c'est quelque chose qui a toujours été important pour toi? Ouais, je vais peut-être revenir un peu sur mon enfance. Ma mère a toujours beaucoup donné. Euh, J'avais des amis qui étaient adolescents et qui se sont fait virer de chez eux, en fait, qui n'avaient pas d'argent. Et nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais ma mère, quand même, régulièrement préparait, allait faire les courses, préparer des repas et allait les déposer chez mes potes. Euh, on avait tellement pas d'argent qu'à Noël, j'avais pas des jouets neufs tout le temps. J'avais des jouets du Secours populaire, le Père Noël vert. Et mine de rien, ma mère passait des journées à aller aider les gens au Secours populaire. Et toute cette partie-là, c'est une des choses qui a fait que je respecte autant ma mère. Et au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais en fait, donner, ça coûte rien. Tu peux donner. Euh, Toi, tu es content du geste que tu as fait et tu es content du bonheur que tu as apporté aux gens. Euh, Depuis que je suis tout petit, ma mère me demande de faire sourire 5 personnes par jour. J'ai jamais compris jusqu'à très récemment, en fait. Et les gens sont tellement blasés, ben, tous les jours, je m'assure qu'il y a 5 personnes autour de moi qui sourient. Si je peux donner quelque chose, si ça ne me coûte pas énormément, ben, je vais donner. Parce que ça va peut-être être, pour moi, ça va rien me coûter au final, ou très peu. Pour cette personne, ça peut tout changer. Donc là, je donne des cours, notamment de business model à Parsons School of Design. Et ils ont fait une expo pendant la Paris Fashion Week la semaine dernière. Ben, j'ai pris le temps d'aller voir leur expo, d'aller voir ce qu'ils faisaient. Un des élèves vendait des photos. Euh, Ben, je lui ai pris quelques photos. Parce que pour moi, cette petite dépense que je fais à mon échelle, ça peut être quelque chose d'important pour cette personne. Pour la Founders Night, je sais que tu as ton programme avec ton podcast. C'était une scène super pour faire du networking. Euh, Tu vois, moi, ça me coûtait rien de la donner. Je sais que toi, ça aurait pu t'aider. Tu aurais pu me dire non. Au final, tu es venu, on a passé un super moment. Et ça, vraiment, je le fais de plus en plus parce que je pense que l'accès à l'information, mais surtout se créer des occasions, c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des changements de malade, en fait. Moi, la partie chance, j'y crois que moyennement. Je pense que la chance, elle se fait en créant des occasions et des opportunités. Et au détour d'une opportunité, c'est là où tu arrives en fait à te créer quelque chose pour le meilleur pour toi. Et je le dis très, très souvent, les meilleures soirées que j'ai passées avec des amis ou des personnes qui par la suite sont devenues des amis, ça a été des soirées qui se sont faites à l'arrache, où on a voulu me mettre sur un plan foireux pour sortir à 23h30 et j'ai accepté et j'ai passé les meilleures soirées de ma vie. La définition de l'AIS Life, un beau message d'espoir en tout cas C'est ça. que tu transmets. Et j'aimerais aussi que maintenant on parle un peu de ton entreprise Noléo, que tu as cofondée. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer à moi et aux auditeurs qu'est-ce que tu y fais, quelles sont ses particularités, et est-ce que là aussi ça a été fait à l'arrache du hasard?
Non, et ça a été un peu plus structuré parce que déjà j'ai monté ça avec mon associé quand j'avais 35 ans, donc c'était un peu plus réfléchi et tu prends pas les mêmes décisions. Euh, Juste pour la petite parenthèse sur la Yes Life d'ailleurs, et ça peut faire sourire quelqu'un, euh, quand je suis allé à Singapour, c'était après avoir fait les US, la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de différent parce qu'on m'envoyait en fait sur des contrats d'expat pour monter des équipes d'innovation dans la beauté. Et je me suis lancé un défi, j'étais là-bas pour 18 mois, et je me suis lancé un défi. Dès qu'on me proposait de faire quelque chose, je disais oui. Et je devais faire ça pendant 30 jours. Alors bon, spoiler, je l'ai bien fait pendant 30 jours, mais je regrette de l'avoir fait autant que ça. La prochaine fois, je ne ferai ça que pendant 15 jours, parce que du coup, je faisais des plans, mais invraisemblables, des voyages de dernière minute, avec des soirées, mais qui étaient limite légales, avec des restaurants que limite je pouvais pas me payer, parce que je m'étais promis de pas dire non, en fait. Donc l'avantage aussi, c'est que je me suis recréé un réseau énorme très rapidement et très éclectique. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse de la Yes Life. Euh, pour Noléo, ça a été très différent. En 2017, je crois, décembre 2017, à Noël, moi j'étais encore à Londres. Il y a Nico qui est mon associé sur Noléo qui envoie un message à notre groupe de potes d'école de chimie qui dit écoutez les mecs, moi j'ai un gros problème, je suis aux US, il était à Chicago à l'époque, j'ai ma première fille qui vient de naître et j'attends une deuxième fille. J'essaie d'acheter des produits sains aux US et j'arrive pas à en trouver en fait. La marque qui commençait à percer, c'était la marque de Jessica Alba, Honest Company. C'était la seule chose qu'il y avait. Et même ça, pour nous qui sommes chimistes, c'était pas suffisant, pas acceptable. Il me dit, moi j'en ai marre, j'ai envie de lancer un savon, qui est avec moi? Moi, les savons, marché ultra concurrentiel, j'étais pas trop chaud, mais j'ai dit, écoute, je t'aiderai d'un point de vue design et d'un point de vue stratégie. Et au final, en fait, au détour d'itération, de conversation, etc., on est tombé sur un produit qui se vendait très bien en France, qui s'appelle le liniment oléocalcaire, qui est une crème pour nettoyer les fesses des bébés et qui protège des rougeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui aux US, les familles utilisent à 99%, dans 99% des cas, des lingettes et une autre crème type B-Pantène pour éviter les rougeurs, qui est une sorte de dentifrice que tu mets sur les fesses de ton bébé, qui est galère à appliquer, qui sent pas bon, qui est inconfortable, etc. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas avoir ce produit qui est franco-français, qui existe nulle part aux US, et de créer une nouvelle catégorie avec ce produit aux US. Donc c'est comme ça qu'a démarré l'aventure dans le haut, d'abord en side gig, en side business, avant de devenir notre business principal en 2020. 2020. Ok, mais là concrètement, ce que tu dis, c'est que ça existait en France, cette innovation existait en France, mais Ouais, pas aux US. Pourquoi ouais, personne l'avait fait exactement. Ouais. avant? Toi, tu penses? Pourquoi c'est existant ici et personne là-bas alors qu'on dit toujours qu'on est toujours en retard? Alors, là, le podcast va durer 5 heures. Je vais essayer de le faire en 15 minutes. Il y a un groupe d'idées que j'appelle des Surprisingly Obvious Ideas, SOI. Et sur ces surprisingly obvious ideas, ce sont des choses où tu te dis, quand ça arrive sur le marché, putain, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Et t'en vois tous les jours. Euh, certains entrepreneurs ou beaucoup d'entrepreneurs en France ont bien capté la situation. On regarde les signaux faibles ou les startups qui cartonnent aux US, font un copier-coller euh, de cette innovation, de ce business, l'adaptent pour que ça coïncide avec le marché français et le lancent en France. Tu arrives du coup en France avec des startups et des entrepreneurs que tu penses être des génies. Alors, il y en a beaucoup qui le sont d'un point de vue sensibilité business, mais au final ont été plus malins en prenant des choses qui existaient déjà à l'étranger. Pour nous, de notre côté, on n'était pas plus malins. On avait un produit qui était en France, que seuls les parents connaissaient. Quand tu n'étais pas parent, tu ne connaissais pas ce produit. Mais également, les gens ne savaient pas que ça n'existait pas à l'étranger. Donc les Américains ne savaient pas que ça existait, les Français pensaient que ça existait partout dans le monde, et donc au final, entre Nico et moi, entre la France et les US, on s'est dit, mais attends, mais là, il y a vraiment un décalage énorme, et c'est là où on a décidé d'investir sur ce produit et de créer cette catégorie aux US. Mais ça, tu le vois à plusieurs échelles. Hein. Dans le personal care en France, tu en as énormément qui ont créé des nouvelles catégories, des nouveaux produits. Les produits et les catégories qui ont été lancés il y a 2, 3 ans et des marques qui ont le vent en poupe, ça n'a pas été des produits qui ont été construits de zéro. Ça a été souvent des réapplications de choses qui existaient aux US en Ok. Et il y a eu le Covid quand même dans votre histoire entrepreneuriale, fait. qui a, Ouais.
On a pris cher. Et justement, comment vous l'avez géré? Parce que toi, tu étais en France, lui était aux US, c'était pas les mêmes Ouais. mesures au même moment. Votre gestion à tous les deux. Comment c'est passé? Est-ce que pour toi, c'était un booster? Ça a été un frein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Nolasma? Ben, au début, ça nous a aidé. Alors, pour te la faire de façon chronologique, je quitte mon taf une semaine avant le Ouais. lockdown. Je devais aller aux US un mois après pour rejoindre mon associé. Impossible d'y aller, je reste coincé en France. Euh, il y a deux choses qui se passent. Toutes les mesures qui se passaient, ou les phénomènes, ou les impacts qui se passaient en Europe, se passaient en général un mois avant que ça arrive aux US. Donc, problème de containers, problème de manufacturing, problème de stock dans les magasins, on le voyait en France, un mois plus tard, on le voyait aux US, et ça nous a aidé pour avoir une fenêtre dans le futur pour pouvoir nous ajuster aux US avant que les vagues arrivent là-bas. Donc, sur notre modèle, on était un modèle direct to consumer pour ce produit-là. On voulait aussi aller en retail. Et très tôt, on a décidé de ne pas aller en retail, donc en magasin, parce qu'on voyait ce qui se passait en France. Impossibilité de rentrer dans les magasins, rupture de stock, favorisation pour les produits qui étaient des produits de première nécessité. La deuxième partie qui nous a aussi aidé et boosté par rapport à ça, c'est que nous, on était seulement direct to consumer et tout se faisait du coup en e-commerce et c'est ce qui nous a permis en fait d'être directement prêts sur la partie direct to consumer puisqu'on n'était pas en magasin. Et la troisième chose, on a décidé d'étendre sur Amazon. Alors Amazon aux US par rapport à la France, c'est très différent. C'est devenu la norme en fait. Et sur Amazon, il y avait beaucoup de catégories qui étaient complètement arrêtées. Par exemple, tu voulais acheter des haltères pour faire du sport pendant le Covid et le confinement, tu pouvais plus sur Amazon. Mais les produits de première nécessité, du papier toilette, du sopalin, des produits de soins pour la famille ou pour le bébé, dont les nôtres, ont continué à être vendus et donc du coup on a eu un bon boost par rapport à ça. Le gros point négatif qu'on a eu, ça a été la grosse compétition en Facebook Ads. Tout le monde faisait de l'ads et tout le monde faisait du en ligne et donc du coup les coûts par mot-clé étaient ultra élevés. Ça a été très dur pour nous pour lever des fonds à ce moment-là parce qu'au niveau de la vague, on a eu beaucoup de personnes qui étaient beaucoup moins chaudes pour investir. Et on a eu aussi des problèmes qui étaient liés en fait aux coûts logistiques qui ont été multipliés par 4 du jour au lendemain. Et cette multiplication des coûts logistiques par 4, ça nous a mangé directement sur notre profit en fait. La dernière chose, et on en a très peu parlé à l'extérieur, on avait une approche qui était une approche B2C, donc directement vers les consommateurs, mais également une approche B2B où on allait en fait engager avec les cabinets de pédiatres. Et toute cette partie-là, on n'a pas pu la faire pendant le Covid parce qu'il était impossible d'accéder aux différents cabinets et aller voir tous les médecins qu'on avait prévu d'aller voir. Ok, donc le Covid se passe, il y a quand même la sortie de crise, ça repart. Et maintenant, quelle est ton ambition avec Noléo? Où est-ce que tu veux aller l'emmener? Alors, Noléo, en fait, on est dans une situation et on est très transparent par rapport à ça, où on a fait notre première levée de fonds avec des business angels. D'ailleurs, merci à tous nos investisseurs et nos business angels de nous avoir soutenus jusqu'à aujourd'hui. Et on avait fait une levée de fonds pour tenir 16 mois. Et au final, on a brûlé notre nouet en 9 mois. Donc, on est passé en mode survie, en fait, en toute fin d'année dernière. Et là, on ressort de l'eau où plutôt que d'aller chercher de la croissance comme toutes les startups le font après une levée de fonds, pour préparer la levée de fonds d'après, on a décidé de focaliser sur la profitabilité. Et donc la différence par rapport à ça, c'est que tu réduis ta croissance, mais tu t'assures que chaque unité que tu vends, ben, en fait, te fait un profit par la suite, ce qui n'était pas le cas avant en fait. Donc on a transféré complètement, on a pivoté d'une partie forte croissance à forte rentabilité. Et là, on est sur une phase où on fait plus de profits qu'on faisait, alors qu'on faisait beaucoup plus d'argent il y a un an en fait. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que nous, on pense que Noléo, un produit comme Noléo, va se construire et se bâtir soit avec beaucoup d'argent ou soit avec le temps. Et donc là, on a bifurqué pour s'assurer que ce soit pérenne et qu'au cours du temps, on ait de plus en plus d'utilisateurs, de croissance et avoir une croissance saine et profitable. Pour ensuite intégrer Noléo sur une structure plus grande. Et avec Nico, on a commencé Evexia Brand, qui est en fait une sorte de holding qui va permettre de rattacher des plus petites boîtes dans le clean personal care et pour créer en fait cette plateforme et ensuite aller chatouiller les grands groupes par la suite. Et comment tu te sentais, toi, dans ce moment-là, là, en tant qu'humain, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, quand tu passes sous l'eau, les 6 mois, la période où tu es sous l'eau, tu le vis comment?
Avec Nico, mon associé, on a toujours réussi à retomber sur nos pattes. Et c'était pas la première mauvaise nouvelle qu'on s'était mangée. On a eu des problèmes de procès parce que notre site était apparemment pas lisible et la personne qui a fait ce procès en avait fait 72 autres avant. On a eu des problèmes avec notre ancien entrepôt qui en fait faisait de la merde et nous chargeait plus que ce qu'il devait. On a eu des problèmes avec iOS 14 comme tout le monde, des problèmes de logistique. Donc tout ça, on a toujours réussi en fait à trouver une solution de secours et en fait à réinventer le business, à réajuster le business. La chose qui nous faisait nous le plus chier il y a 9 mois, c'était de se dire sur la levée qu'on a fait, il y a quand même la moitié qui venait de family and friends. Donc c'est des amis, c'est de la famille, c'est des anciens boss. Et toute cette partie-là, en fait, c'est la partie qui nous tenait le plus à cœur en réalité. Oui, ils ont fait un pari sur un projet qui était ambitieux et dangereux. Oui, il y a eu Covid qu'on n'a pas pu voir. Mais pour nous, perdre notre argent, c'était concevable. Perdre l'argent de nos investisseurs, ça l'était pas et ça l'est toujours pas en fait. Donc ça a été vraiment la plus grosse chose. Et la plateforme de marque Avexia qu'on a vue, en fait, est venue de ce constat que si nous, on était dans cette situation il y a 9 mois, d'autres marques le seraient et potentiellement on mettrait la clé sous la porte. Et c'est une opportunité de fédérer des marques qui font des très bons produits avec des très belles équipes, mais qui n'ont pas vu en fait le vent tourner. Et ça permet de donner un second souffle à toutes ces marques. Hmm, intéressant. Encore une innovation. Justement, la première fois qu'on Exactement. échange ensemble, tu m'as dit une phrase qui m'a interpellé. Aujourd'hui, l'innovation est faite comme il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu entends par là? Les, le, Dans les grands groupes et même dans les petites structures, euh, les gens regardent l'innovation comme un produit supérieur, un ingrédient supérieur, une performance supérieure, une vitesse supérieure. Et cette partie-là, c'est bien et c'est sympa quand tu es en fait sur des tout nouveaux pans d'innovation où il y a tout à construire. Aujourd'hui, la plupart des pans et des verticales sont en fait bien établis. Et pour moi, l'innovation, ce qui devrait changer et ce qui ne l'est pas aujourd'hui, c'est de se dire, on n'est pas là seulement pour vendre un produit. Euh, les marketeurs un petit peu plus aguerris vont dire, on va également vendre de l'expérience. La réalité, c'est qu'il faut euh, vendre également un service qui vient euh, entourer ce produit. Aujourd'hui, ça se fait pas beaucoup. Euh, le customer service a été relégué à la fin, souvent pour éviter qu'un customer parte, pour éviter ce qu'on appelle le churn en anglais, l'attrition. La réalité, c'est que l'expérience consommateur, c'est ce qui peut être également le driver de l'acquisition de nouveaux consommateurs. Hmm. Créer le bouche à oreille, créer le confort, créer la paix d'esprit quant à l'utilisation d'un produit ou d'un service, toute cette partie-là devient très très importante. La deuxième raison pour laquelle l'innovation, pour moi, n'a pas changé, alors oui, elle a été centrée au niveau du consommateur, toute la partie Consumer-Centric Innovation, toute la partie Design Thinking que je faisais il y a également 10 à 15 ans chez P&G. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a une couche au-dessus, qui est la couche population, communauté, humanité, planète, qui doit être en fait centrale au sein du processus d'innovation et qui ne l'est pas vraiment aujourd'hui. On rapporte l'aspect éthique, développement durable comme un feature, comme quelque chose qui est sympa, comme un USP, pour essayer d'aller vendre plus de produits ou aller chez plus de clients. La réalité, c'est que cette partie-là, qui est la partie humanitaire ou la partie environnementale, doit être en fait au centre de la proposition et pas en périphérie. Clairement, surtout dans le contexte actuel. Et il y a une Exactement. autre particularité qu'on partage tous les deux. Tu parlais juste avant de famille, de love money, etc. C'est l'importance d'avoir et de faire la rencontre d'un mentor. Est-ce que tu me parlais du tien? Est-ce que ça t'a apporté dans ta vie et dans ton business justement? Ouais, j'ai fait il y a ça doit être quelques mois ou quelques semaines, une série de posts en fait sur le mentor. Et déjà en France, j'étais très surpris qu'énormément de personnes n'aient pas de mentor. Alors, qu'est-ce que c'est un mentor? Alors déjà, on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul mentor. Moi, j'en ai trois. Euh, Dont un qui était mon ancien boss chez Procter Gamble et qui ensuite maintenant est passé patron de la R&D chez Estée Lauder. Et un mentor va être en fait souvent une étoile polaire ou un phare, une personne qui est passée par telle ou telle étape de nombreuses années avant toi, et qui va pouvoir t'aider et te guider de façon très objective et de façon très altruiste non intéressée, sur quelles pourraient être les options euh, euh, que telle ou telle personne pourrait prendre par la suite en évolution personnelle ou en évolution de carrière, en donnant en fait un complément d'information et un vécu qui permet de combler certaines lacunes ou certains points troubles par rapport à cette évolution en fait.
Donc, aussi bien Sumit est mon mentor sur la partie plus industrie cosmétique, mais j'ai également un mentor au niveau plus développement personnel. Tu peux aussi avoir des mentors quand on arrive sur de l'affective et de la vie amoureuse, sur des personnes qui sont là en fait pour essayer de te guider, mais surtout d'être complètement objectif sur ce que tu peux faire par la suite sur un projet que tu entreprends, pas forcément professionnel. Hmm. Hyper clair, je partage. T'as un mentor Ouais, d'ailleurs, moi j'ai eu la chance Emric? de rencontrer le mien. C'était mon Ouais, ancien député employeur. J'ai travaillé avec lui à l'Assemblée ouais. nationale. C'était incroyable. Il m'a ouvert beaucoup de portes. Il m'a fait grandir sur de nombreux points et c'est comme ça que je suis maintenant ce que je suis. Donc je suis très fier de le connaître. Et pour le podcast, tu as aussi un mentor d'ailleurs, ou tu le fais aussi au travers Non, non, du non, même pour le mentor? podcast, pas du tout. Celle qui m'a le plus inspiré pour le podcast, c'est Caroline Mignot, qui m'a aussi, Ah oui, pareil, bien sûr. ouvert. Bah, Ah, quand c'est j'ai une encore une brute. fois la Founders Night, pareil, elle m'a ouvert les portes pour Richmaker, pour trouver de nouveaux partenaires, de nouvelles idées. Donc non, c'est pas. Caroline, Elle très est sympa incroyable. aussi niveau give back, hein, à tous les Ouais, niveaux. on est d'accord sur ce point-là. Et toi, là, justement, sur ton quotidien, je sais que là, tu as des nouveaux projets maintenant. Tu vas voir la suite et peut-être que Ouais. tu vas pouvoir nous en parler. Mais comment tu t'organises au quotidien pour tout gérer? Quelle est une journée type ou une semaine type pour toi? Alors déjà, j'ai tout sur mon téléphone. Et j'ai aussi j'utilise un logiciel, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Chrome, c'est RON, si quelqu'un en a besoin. Il me reste des invites, tiens, on va faire comme à la Founders Night, n'hésitez pas, je crois que c'est encore en bêta. Et j'aime bien tout mettre sur papier et tout regarder la semaine d'avant pour la semaine d'après. Ça me permet d'avoir une image visuelle. En fait, je suis très visuel. Et sur mes activités, je les ai découpées de trois façons. Première activité principale, Noleo et Vexia. Et c'est vraiment la réinvention de Procter Gamble dans 5 à 10 ans. Et ça me prend la majorité de mon temps. Le deuxième groupe d'activités sont des activités de consulting que je fais de façon très ponctuelle et sur les points sur lesquels j'apporte le plus de valeur. Ça peut être des connexions dans l'industrie de la beauté ou ça peut être dans le process d'innovation. Et je suis très défini par rapport à ce que j'apporte, euh, très cher aussi d'ailleurs, euh, parce que je me focalise sur les points où je peux apporter le maximum de valeur en utilisant le minimum de temps pour moi et pour les clients. Ça me prend à peu près 15% de mon temps. Et la dernière partie, c'est vraiment toute la partie éducation. Donc, par exemple, faire des passages sur des podcasts pour donner de l'information. Comme tu le sais, comme tu l'as entendu sur notre podcast, c'est zéro filtre. Vous allez voir pas mal de choses qui se recoupent parce que sur les différents podcasts, parce que c'est vraiment, je veux m'assurer que si une personne n'a pas entendu sur un podcast, ben elle l'entend sur un autre podcast. Je fais également beaucoup de coaching et c'est du coaching non payé. Et j'ouvre en fait mon agenda le samedi et dimanche matin pour faire des sessions de coaching à des personnes qui auraient besoin d'aide pour démarrer un projet. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je suis également prof de business model et d'innovation à Parsons School of Design. Et la façon dont j'organise ça, c'est très simple. Les matins, c'est lié à ces side gigs, parce que mon business étant aux US, je garde tout l'après-midi pour pouvoir en fait me focaliser sur Noleo à 400%. Alors, ça me fait des journées à rallonge. Il y a des matins où je commence plutôt que d'autres, mais ça me permet vraiment de bien même découper ça grâce au repas entre les activités du matin et Noléo l'après-midi et le soir. Et quand juste. Pardon. Euh, non, je te disais, si j'ai du temps, entre guillemets, annexe, moi, j'adore penser à des nouveaux business, partager des idées de business. Je le fais également, notamment sur LinkedIn. Voilà les 3 idées de business qui pourraient être intéressantes. Moi, je ne vais pas travailler dessus parce que j'ai pas le temps, mais ça pourrait peut-être susciter l'excitation pour telle ou telle personne, par exemple. Donc, j'aime bien également être toujours sur cette phase de redécouverte, lecture de livres, connexion, networking, partage d'idées, etc., etc. Pareil que je réserve ça pour le matin. Hyper clair. Et quand tu es devant tes étudiants de master, qu'est-ce que tu leur enseignes pour faire, pour se lancer et faire? Qu'est-ce que tu leur dis s'il y en a qui veulent créer demain quelque chose? Bah, alors eux, ils sont en dernière année, donc c'est des étudiants en master, et ils ont ce qu'ils appellent un capstone project, un projet de fin d'études. Et ils ont tous en fait une idée, et ils sont également accompagnés par d'autres professeurs pour construire leur boîte. Euh, les, la chose que je fais principalement, pardon, avec ces étudiants, même si on va très en profondeur, c'est de démystifier tous ces buzzwords. Ce qui m'embête en France, c'est qu'avec cette Startup Nation, tout le monde va chercher des buzzwords, personne ne sait ce que ça veut dire. Ils confondent valorisation de boîte avec revenu, avec profit, avec EBITDA.
Et pour moi, ça m'embête en fait. Business model, les gens savent pas ce que c'est. Revenu model, ça savent pas ce que c'est. Un PNL, ça savent pas ce que c'est. Un ROI, ça savent pas ce que c'est. Et donc, je passe énormément de temps sur la partie définition et vulgarisation, mais je ne fais pas de la vulgarisation pour leur enseigner des choses qui sont triviales. On fait de la vulgarisation, on rentre très en profondeur sur des case studies. Donc, notamment, j'ai fait venir intervenir un de mes anciens designers pour parler de la boîte qu'il a lancée récemment en Allemagne. Donc, on rentre également dans le concret très, très rapidement. La deuxième partie aussi que je fais au niveau de l'enseignement, je fais beaucoup de coaching one-to-one avec ces élèves, en fait, avant le début du cours. Ils ont un système de roulement et de planning où on peut se voir et parler de leur projet. Parce que je sens que au niveau de l'enseignement, en tout cas, ce que j'ai vu en France, c'est très bien toute la partie créative, la partie idée, mais s'il n'y a pas la partie finance qui va avec, ben en fait, tu arrives à monter que 50% d'un projet. Et sur la création d'une proposition pour un client, c'est quel est le besoin et quelle est la solution. Mais le troisième cercle du Venn diagram qu'on voit jamais, c'est est-ce que c'est profitable, est-ce que c'est viable en fait. Et c'est cette partie que j'essaie surtout de rajouter parce qu'elle est souvent oubliée. Et est-ce que tu as une frustration au quotidien? Quelque chose qui te frustre par-dessus tout? Euh, Au quotidien, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours ou spécifiquement dans Tu peux me donner l'entrepreneuriat? les deux. Je suis pas fermé sur tes réponses. Bah alors, de toute façon, ça, vous l'avez déjà entendu et je le redis, moi, ce qui me frustre le plus en France, pour le moment, pardon, sur la scène startup en France, c'est le fait d'entendre que tout le monde est self-made, tout le monde est bootstrapped. La réalité, c'est que le chômage, euh, les aides de région, il y a des bourses pour tout et n'importe quoi, sans forcément avoir des belles qualités de projet. Ça te permet de te rajouter 500 000, 1 million sur un projet que tu as eu gratuitement grâce à l'État, en fait. Et moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, on en arrive encore une fois sur une présentation et une position d'un entrepreneur qui a tout réussi par elle-même ou par lui-même, alors que la réalité, c'est que la France et le gouvernement ont quand même également pas mal aidé à ce niveau-là. Il y a très peu de reconnaissance par rapport à ça. Alors, c'est pas une frustration, c'est pour moi un peu dommage de ne pas reconnaître toute cette partie-là, en fait. Toutes ces choses-là n'existent pas aux US. Tu as le moindre problème, bah, tu vas te payer 5, 10, 30 000, tu as zéro aide, tu n'as pas de chômage, etc. Tu vois. Donc ça, c'est ma petite frustration, je vais dire, sur la partie Startup Nation, c'est le manque de considération par rapport à ça. En général, la frustration euh, que j'ai dans la vie de tous les jours, c'est ce problème du give back. J'ai fait un test sur un autre podcast où je demande le salaire des gens. Et tu vas voir où ça va en venir en fait. C'est le fait de se créer une persona et d'essayer de tout verrouiller pour soi, plutôt que de se rendre compte qu'en fait, cette persona peut être également partagée à d'autres personnes qui ont des personas assez semblables, qui peuvent t'aider sans même le savoir, parce que plus tu partages, ben, au final, plus tu reçois. Les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Si tu ne donnes pas de ta personne et si tu ne donnes pas d'informations, les gens ne pourront jamais savoir comment t'aider. Et vice-versa, aider une personne, ça peut également t'aider toi par la suite, ou alors aider une personne, ça ne veut pas dire que ça va t'en enlever toi de ton côté. On le voit, on parle de start-up et de levée de fonds. Euh, Donner le nom d'un investisseur ou pousser un dossier, l'objectif d'un investisseur, c'est d'investir le plus possible sur des projets les plus rentables. Si toi, tu as envie d'avoir une levée de fonds via un de ces investisseurs, euh, ça va jouer en ta faveur si tu lui apportes un autre dossier qui est un très bon dossier, parce que tu lui apportes de l'affaire et tu lui permets de faire plus d'argent, il sera peut-être potentiellement susceptible d'investir plus en toi en étant une personne qui a un bon sens du business, qui est très connectée, qui est prête à give back en fait. Hmm. Donc ça, c'est ce give back qu'on qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est aussi pour moi quelque chose qui, à mon avis, est un petit peu manquant et avec laquelle on pourrait vivre davantage et mieux. Hyper intéressant. J'aime beaucoup justement poser quelques questions un peu plus personnelles à la fin de notre discussion, dont une plus particulièrement, que tous mes auditeurs ont Ouais. l'habitude d'entendre maintenant, je crois. Si demain tu croises le Lucas d'il y a 15 ans, quel conseil tu aimerais lui donner? Alors, il y a 15 ans, alors attention, parce que tu vas peut-être dire 20, 30 ans, parce que moi Bah, j'ai je sais, 39 ans. sont Donc, il 15 y a ans. 15 T'avais ans, moins, tu vois, c'était bien. 15 ans, 24 ans, oh là là. Bah, le Lucas d'il y a 15 ans, ah non, mais là, je sais exactement ce que je lui dirais à ce Lucas de 24 ans. Je sortais beaucoup en soirée. Je rencontrais énormément de personnes, donc à ce niveau-là, c'était très bien, et j'ai un réseau international qui est très fourni.
Néanmoins, euh, des choses, j'aurais pu me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je sais que c'est ce qui me drive aujourd'hui, bien plus tôt. Et comme je n'avais pas cette information, pour moi, c'était grand groupe, grand groupe, grand groupe. J'ai jamais eu la présence d'esprit de m'investir plus sur cette scène-là. Il y a 24 ans, j'étais en Asie. J'aurais pu, et c'était les débuts de Facebook, Instagram. J'aurais très bien pu monter un channel et en fait faire du documenting de ce qui se faisait en Chine et au Japon à l'époque. Et j'aurais pu en monter un business en fait. J'aurais très bien pu prendre des produits de là-bas et les importer en France. Il y a énormément de choses que j'aurais pu faire à l'époque et en vivre et en prenant plaisir. Euh, je pense que c'est le conseil que je me serais donné. Sors un peu moins en soirée, réfléchis un petit peu à l'entrepreneuriat ou au moins lis des livres d'entrepreneuriat. Tu vas voir, ça va te botter, tu vas pouvoir en faire quelque chose qui est bien pour ton avenir et qui est également bien pour ton plaisir. Et dans ton parcours, justement, quel était ton plus gros échec? Là, pareil, je t'enferme pas, hein, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, c'est... Ouais, c'est ce que je regarde. Mon plus gros échec, je pense, ça a été ma vie sentimentale en réalité. Euh, J'étais venu avec une optique de faire de l'argent le plus rapidement possible pour pouvoir repayer le prêt de ma famille, ce genre de choses, payer les études de mes petites sœurs, par exemple. Et donc, du coup, j'ai tout l'argent que j'avais, je l'ai mis dans ça, en fait. Et, euh, et surtout, tout ce que je faisais, c'était lié sur combien est-ce que je vais faire en plus cette année. Est-ce que je prends si je pars en expat, on m'a envoyé tout seul en Chine, tout seul au Japon sur une île déserte. C'était littéralement une île artificielle déserte parce qu'il y avait de l'argent à aller chercher. Et j'ai priorisé ça à ma vie sentimentale, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait des belles rencontres sentimentales qui, au final, qui, au final, n'ont pas abouti, ont été mal gérées ou mal menées parce que mon focus et ma priorité, c'était aller faire de l'argent. Et aujourd'hui, je regrette parce que c'est une des choses les plus connes que j'ai faites. Et avoir une vie amoureuse avec vraiment un partenaire et une complicité au sein d'une relation aurait même potentiellement pu m'aider davantage d'ailleurs. Hmm. Donc ça, c'est vraiment le plus gros échec que j'ai eu à ce niveau-là, on va dire. C'est... Je comprends, je conçois. Et d'ailleurs, là, bon, t'as un petit peu de temps libre quand même, on va dire, dans tes semaines. Qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que tu as? Est-ce que tu as des passions, tu as des intérêts à côté de ton activité? Du sport? Alors, le temps libre, tiens, je regarde mon agenda. Moi, c'est principalement les matins. Je regarde un peu ce qui se passe. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai pas trop de meetings en semaine, j'aime bien prendre un billet et aller à l'étranger et travailler de l'étranger. Par exemple, dans 2 semaines, je vais à Berlin parce que je vais aller travailler de là-bas. Ça va me permettre aussi d'échanger avec d'autres personnes qui sont assez créatives, de voir d'autres scènes, de faire d'autres événements, etc. Quand j'ai le temps libre, j'aime bien, comme je te disais, penser à des side gigs. Donc, au final, mon temps libre est très café, déjeuner, rencontre, networking, side gigs. Il y a un projet, je t'en avais brièvement parlé, qu'on a lancé il y a 7 ans avec mon associé qui est à Tokyo, du coup. Donc, le fait qu'il soit à Tokyo et que j'ai du temps libre le matin, ça aide pas mal avec le décalage horaire de l'autre côté, où on a lancé une plateforme de recherche d'influenceurs sur Twitter qui s'appelle sway.ai. Et la façon dont on fait ça, c'est pas une base de données où tu vas chercher un influenceur euh, qui a le plus de followers. Tu vas en fait prendre des personnes au sein de Twitter. Ça va te créer en fait un espace. Tu vas absorber 100% de cet espace, reconstruire ce réseau et voir les personnes les plus pertinentes au sein de ce réseau. C'est un projet qui a floppé il y a 5 ans. Je pense qu'on était un peu trop en avance et personne ne regardait Twitter. Mais ces dernières années, avec le e-sport, avec le sport, les médias, la finance, la crypto, les podcasts, Twitter devient ultra pertinent. Et donc, quand on a un peu de temps, comme mon associé et moi, on est aussi un petit peu flemmard par rapport à ça, on passe 2, 3 heures ultra focus pour aller faire grossir ce business. Et c'est un business qui commence maintenant enfin à générer du revenu. Alors, il est stealth, vous ne le verrez pas il est stealth, il est un peu secret, vous ne le verrez pas sur mon LinkedIn. Mais vous pourrez aller voir sur les sites, on fait des choses qui sont vraiment pas mal et on bosse avec des clients qui sont assez forts dans l'e-sport et dans le sport et dans la crypto d'ailleurs. Bravo, encore un beau projet d'avenir. Moi, ce qui me fascine, c'est quand même la capacité que Ouais, tu as de travailler un coup avec les US, un coup avec le Japon. Comment tu fais euh, pour cette flexibilité d'esprit, de ben, temps, de gestion et de tout piloter à distance en fait? tout ce que je fais aujourd'hui, je regarde le décalage horaire. Alors si tu vois mon agenda, de toute façon, il est pris jusqu'à, par exemple, ce soir, je finis à 23h30. Hmm.
parce que j'ai une stagiaire sur la côte ouest à Vancouver et on fait notre point le lundi. Donc ça demande beaucoup de flexibilité. Alors le fait d'être au centre de Paris en vélo, je peux vraiment tout faire et je me prends aussi des breaks au cours de la journée. Mais ça m'empêche de faire des choses. Par exemple, avec un ami, on voulait aller au Kazakhstan il y a peut-être 2 mois de ça. Au final, on est allé au Danemark. Pourquoi? Parce qu'au Kazakhstan, le décalage horaire ne m'aurait pas permis de travailler avec la côte ouest. Donc il y a aussi des choses que je prends en compte en fonction du décalage horaire. Le fait d'être en Europe, c'est bien parce que je peux bosser avec des fournisseurs en France ou des clients en France, avec le marché principal Nolé aux US et avec Tokyo quand j'en ai besoin. Donc ça, au final, ça m'aide pas mal, mais ça met également des contraintes. Il y a pas mal de destinations, notamment toute la partie Europe de l'Est, Inde, etc., où je peux pas aller en vacances parce que le décalage horaire ne me permet pas de travailler en fait. D'accord. Et une avant-dernière question. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre que tu aimerais partager avec nous qui t'a vraiment marqué? Toi qui disais tout à l'heure que ta maman t'a invité très tôt à lire de nombreux livres, est-ce qu'il y en a un vraiment particulier qui t'a vraiment marqué et construit? Euh, Bah écoute, je vais essayer de prendre une référence que j'ai pas donnée dans les podcasts d'avant. En tout cas, dans les films, il y a, je crois que c'est The Social Ouais. Network de Facebook, c'est ça? Ouais, sur l'histoire de Facebook. Qui a été en fait assez dingue et je l'ai vu sur l'histoire de Facebook, ouais, et que j'ai lu plusieurs fois, pardon, que j'ai vu plusieurs fois et alors qui est très récent et qui m'a pas mal marqué. En termes de série, pour moi, c'est Suits. À un tel point où quand je regardais Suits, c'était en 2015, j'étais au Japon et j'ai failli tout quitter pour faire une reconversion et devenir avocat, tellement la série était stylée. Mais surtout, il y a des façons de penser dans le monde de Suits qui en fait sont assez semblables à ce que tu peux voir dans l'entrepreneuriat. Donc là, j'ai repris Suits d'ailleurs, je suis à l'avant-dernière saison, parce que à chaque fois que tu regardes une série, tu as des choses qui sont en fait assez cool et assez sympas à voir. Dans le même délire, tu avais How to Make It in America. C'est l'histoire de deux potes qui montent une marque de denim à New York. C'est une série qui n'a pas cartonné, mais qui est assez cool et qui reprend en fait assez bien les différentes étapes pour lancer un produit sur le marché. Et d'un point de vue livre, j'en parle souvent, mais qui n'est pas très connu, en tout cas pour les gens qui veulent lancer un produit physique, c'est la méthode par les fondateurs de la marque Méthode, qui est une marque de produits nettoyage, et qui montre très bien, étape par étape, comment est-ce qu'ils ont lancé leur concept, leur premier produit, la rentrée en magasin, le scale-up et leur achat par la suite. C'est noté, tout sera en description dans tous les cas de l'épisode, comme d'habitude, pour que tout le monde puisse les retrouver. Une dernière question, Lucas. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Pour moi, le plus simple, ce sera LinkedIn en réalité. J'essaie de passer un peu plus de temps là-dessus. D'ailleurs, notamment, j'ai été Tu fais du beau contenu dessus. coaché de temps en temps et quand j'ai un peu le temps. Mais d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Pour être vraiment très bon sur LinkedIn, il faut vraiment y être tous les jours. Et c'est pour moi, c'est ce qui passe à la trappe en fait. Je vais pas faire un contenu LinkedIn pour faire un contenu LinkedIn. Je le fais quand je pense apporter de la valeur. J'ai été aussi bien coaché par Ruben Tayeb et par Caroline Mignot d'ailleurs, qui sont très très forts là-dessus. Donc LinkedIn pour moi, ce sera le plus simple. Euh, sur mon email perso ou sur mon email pro, ça ne servira à rien. Dans tous les cas, je check mon LinkedIn tous les jours. Et s'il y a besoin d'avoir un appel, un rendez-vous ou autre, ce sera soit au travers de LinkedIn, mais comme on l'a fait en fait Ouais. pour nous, ou alors autour d'un café dans Paris. Et je connais tous les meilleurs cafés de Paris, donc on a le choix à ce niveau-là. Bah franchement, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Tu nous as régalé. J'ai vraiment pris plaisir à enregistrer avec toi, Lucas. Je pense que ça s'entendra. Ben, j'espère aussi. Et puis, ben, en tout cas, aussi bon courage pour la croissance de ton podcast et peut-être à un prochain Avec épisode. grand plaisir. Merci, à très vite, Lucas. Salut Amérique, bonne journée. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.